Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2022 qui est une vidéo qui va concerner tous mes coups de cœur. Vous allez voir, j'ai fait des piles de bouquins, j'ai fait une pile de bouquins qui correspond à tout ce qui est thriller, polar, littérature noire, une pile qui correspond à tout ce qui est fantasy, science-fiction, fantastique, donc SFFF, et la dernière pile concernera tout ce qui a trait à la littérature dite blanche. On commence tout de suite, ce n'est que mon avis bien sûr. Comment je définis les coups de cœur? En fait j'ai un carnet dans lequel je note toutes les lectures que je fais mois par mois, et puis à chaque fois je mets un petit signe en face de cette lecture. Donc ça va du plus au 3+, 2+, 3+, et le petit cœur. Donc vous vous doutez bien que quand j'ai juste mis un plus, c'est que c'est une lecture qui m'a guère emballée, 2+, c'est que c'était pas mal, 3+, j'ai beaucoup aimé. Et quand je mets le petit cœur, c'est que vraiment c'est un coup de cœur absolu. Donc je ne vous présente que des livres qui cette année ont eu grâce à mes yeux et qui ont obtenu le petit cœur tant désiré. Ce n'est bien sûr que mon avis, vous allez voir, ce sont des livres dont je vous ai parlé tout au long de l'année, donc vous les avez sûrement vus dans des points lecture précédents. On commence tout de suite avec la catégorie thriller polar. Alors je vais passer très rapidement sur le premier livre que je vais vous présenter, puisqu'il s'agit du tome 3 de la trilogie du Bastan de Dolores Redondo. Moi je les ai chez Folio. Alors tome 3 qui s'intitule Une offrande à la tempête et qui vient conclure cette trilogie. Je ne peux que vous recommander de lire Dolores Redondo, qui n'a pas énormément écrit à ce jour. Je crois qu'elle a écrit 5 ou 6 livres. J'en ai un d'ailleurs qui me reste dans ma palle, mais excusez-moi, ce n'est pas, je crois que c'est pas vraiment du thriller. Bref, lisez la trilogie du Bastan. Depuis que j'ai découverte, d'ailleurs ça a été adapté, je crois que c'est sur Amazon Prime. Depuis que j'ai découvert cette trilogie, j'ai découvert les auteurs espagnols et je trouve vraiment qu'ils sont très doués. Dolores Redondo, elle mélange le folklore basque espagnol avec une enquête qui tient vraiment debout, des personnages qui sont exceptionnels et surtout une ambiance de noirceur. On est dans la montagne basque. Imaginez la pluie, le froid, la nuit. Vraiment, je ne peux vous recommander que cette trilogie une nouvelle fois. Je reste avec des auteurs espagnols puisque cette année, j'ai découvert La plume de Eva García Sáenz de Urturi avec Les rites de l'eau et c'est chez Fleuve Noir. Alors c'est un deuxième tome. Je n'ai pas lu le premier tome qui s'appelait Le silence de la ville blanche. Il me semble qu'il est sorti chez Pocket. J'ai démarré directement avec le tome 2. Mais j'ai envie de vous dire que c'était pas nécessaire de lire le tome 1, puisqu'en fait il y a des rappels qui sont faits sur le tome 1 par rapport à l'histoire personnelle des personnages. On est toujours au Pays basque espagnol et en fait on va suivre un tueur en série qui s'attaque uniquement aux femmes enceintes et qui leur fait subir une sorte de rituel antique. Et surtout on va être avec deux personnages, donc le profiler Unai Lopez de Ayala dit Kraken, qui au début de ce roman est particulièrement handicapé parce qu'il s'est passé quelque chose dans le tome 1, mais c'est pas très grave si on n'a pas lu le tome 1 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il va faire alliance avec la police et vraiment c'était... j'ai adoré, encore une fois, Pays basque espagnol. On est moins dans le folklore que chez Dolores Redondo, même si on reste dans un peu de la mythologie, ce genre de choses, mais c'était vraiment très très intéressant et je ne peux vous recommander que cette autrice. Je ne pouvais pas faire ce top de mes lectures 2022 sans vous glisser un petit Stephen King avec son tout dernier, Billy Summers. C'est publié chez Albin Michel. Ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adoré cette histoire. Attention, il n'y a pas du tout de fantastique dans ce roman, on est uniquement dans du thriller. On va suivre le personnage de Billy Summers qui est tueur à gages et qui accepte d'effectuer une dernière mission, à savoir tuer un type qui... un malfrat, un voyou. Et pour ce faire, il se fait engager. Il va aller dans une petite ville, il va étudier un petit peu la configuration de la ville et avant de tuer ce type, il va se faire passer pour un écrivain, pour un peu se fondre dans le moule, puisqu'en fait c'est sa dernière affaire, après il veut disparaître. Sauf que Billy Summers va se prendre au jeu. Il va commencer à écrire sa vie, une autobiographie,
sachant qu'il vient d'une famille très dysfonctionnelle et qu'il a fait la guerre en Irak. Voilà, il va nous raconter tout ça. C'est à peu près jusqu'à la moitié du livre, jusqu'à temps qu'il bute le type en question. Je vous spoile pas, c'est son métier, il est tueur à gages. À partir de là, il va se passer quelque chose que je n'avais pas du tout vu venir et le roman prend une direction totalement, pas inverse, mais part dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Stephen King soulève ici des questions qui sont hyper intéressantes, des questions d'actualité, des questions sociétales actuelles qui m'ont vraiment passionnée. Et il fait partie, je pense, dans mes top 10 de Stephen King parce que j'ai d'abord adoré le personnage de Billy Summers, j'ai adoré toute la réflexion qui était faite autour du métier d'écrivain, c'était vraiment excellent. Et encore une fois, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, lisez-le, achetez-le parce qu'il est vraiment excellent, vous ne serez pas déçus. Et bah écoutez, je crois que c'est tout pour les thrillers, je pensais que j'en avais plus. Donc on va parler cette fois-ci de tout ce qui est science-fiction, fantastique et fantasy. Je vous parle de mon premier coup de cœur en fantasy auquel je ne m'attendais pas du tout puisque j'ai lu et j'ai adoré Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, c'est aux éditions La Martinière Fiction. J'ai le deuxième tome d'ailleurs qui m'attend dans ma palle. Je ne pensais pas aimer autant un livre de fantasy qui mêle de la romance. La romance est quand même assez light. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. On va suivre Fer qui va chasser dans les bois pour nourrir sa famille. Elle est vraiment très pauvre, l'hiver est rude et elle va tuer en fait un être qui vient de chez les Fae. Donc les Fae ce sont des sortes de fées mais qui ne sont pas gentilles ni mignonnes. Et en fait elle va être punie. En gros on lui dit soit on tue toute ta famille, soit tu viens avec nous dans le royaume des fées. Et donc elle va être accueillie au sein d'un royaume et c'est là qu'elle va connaître son Tamlin qui est un grand seigneur des fées qui va devenir son geôlier. Mais en fait c'est une histoire un peu, pour vous la faire courte, à La Belle et la Bête, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai trouvé ça vraiment intéressant au point de vue de l'univers qui a été créé par Sarah J. Maas parce que je trouve que c'est très original. J'ai trouvé ça aussi original du point de vue du personnage, de Fer. Parce que je me suis dit oh là là ça y est on va partir sur un truc, tout de suite elle va tomber amoureuse de son geôlier machin et en fait c'est plus compliqué que ça. C'était vraiment très intéressant et si vous voulez vous lancer dans de la fantasy, allez-y, c'était vraiment top. Ensuite je voudrais vous parler d'un autre livre de fantasy que j'ai adoré, j'essaie un peu de les classer en même temps. Je vais faire la fantasy, après je ferai tout ce qui est fantastique et SF. J'ai adoré Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix et c'est aux éditions Léa. Je l'ai lu cet été et franchement ça a été une magnifique découverte. Je suis un peu frustrée parce que pour le coup c'est un tome unique. Ce n'est pas une saga et alors j'aurais tellement aimé que ce soit une saga parce que c'était vraiment super bien. Si vous aimez les bouquins, si vous aimez les bibliothèques, si vous aimez les librairies, si vous aimez cette ambiance-là, lisez Les libraires gauchers de Londres, c'est vraiment excellent. Alors l'auteur est australien, c'est ça, et pourtant il y a une petite pointe d'humour anglais, british, je vous dis pas, c'est excellent. On suit dans ce roman, on est en 1983, on suit Suzanne qui est à la recherche de son père, elle ne l'a jamais connu et elle se rend à Londres, elle a une piste, elle entre chez un fameux oncle, en tout cas un homme qu'elle appelle son oncle depuis des années pour lui demander des renseignements sur son père. Et au moment où elle entre chez son oncle, celui-ci est momifié sur place et Suzanne va faire la connaissance d'un personnage, je ne me rappelle plus, de Merlin, voilà, de Merlin, qui va la sauver en fait d'être très étrange. Merlin et Viviane, qui est sa sœur, sont tous les deux libraires. Et quand on est libraire, on n'est pas juste là pour vendre et pour ranger des livres dans sa librairie, on est là aussi pour défendre l'humanité contre les bêtes étranges, les lutins, les fées, etc. qui la peuplent. Et Suzanne va donc découvrir un univers totalement loufoque, totalement barré. C'était à la fois très drôle, mais un univers construit de manière sublime et surtout toutes les références à la littérature,
toutes les références aux livres, au monde des bibliothèques, au monde des librairies. J'ai adoré, je me suis régalée. Vraiment, lisez ce bouquin, il est excellentissime. Toujours en fantasy, je me suis régalée dernièrement avec L'héritage de l'Esprit Roi de Claire Crost. C'est aux éditions Actu SF. On est ici dans un univers japonisant à la studio, je pense qu'on prononce Ghibli ou Ghibli, je ne sais pas. On va suivre un personnage qui s'appelle Shinya, qui est le magicien impérial. Pour aller un peu plus vite, il contrôle les esprits. Et un jour, un attentat est perpétré contre la fiancée de l'empereur. Donc Shinya va devoir aller enquêter dans la cité des esprits. Il s'y rend. Et là, vous êtes dans un univers complètement cerné par les esprits de partout. Il est magicien, il doit enquêter. Vous êtes vraiment dans un univers, si vous avez vu Princesse Mononoke, si vous avez vu Le Voyage de Totoro, etc. Vraiment, quand vous lisez ce bouquin, vous avez ça en tête. C'est quand il pénètre dans la cité des esprits, c'est vraiment ça. Attention, la couverture fait peut-être un petit peu jeunesse, mais moi j'ai pas trouvé que c'était jeunesse. Claire Crost, elle écrit extrêmement bien. Je vous conseille également de cette autrice Les Neiges de l'Éternel que j'avais lu, qui se passe aussi dans un Japon féodal. Elle connaît bien son histoire, elle connaît bien les codes. Vous vous régalez et vraiment, si vous voulez vous initier à la fantaisie japonaise, même si c'est une française qui écrit, allez-y parce que c'est vraiment un excellent roman. Enfin, je termine la fantaisie avec le tome 3 de Nevernight. Donc cette année, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3. C'est L'Aube Obscure de J. Christophe, c'est aux éditions de Saxus, c'est une grosse pavasse. Là encore, je vais passer vite puisque c'est un tome 3. Lisez la trilogie Nevernight si vous avez envie de découvrir une fantaisie de qualité. Je vous rappelle que dans cette trilogie, on suit Mia qui a vu sa famille, en tout cas son père, tué devant ses yeux. Son père a fait un coup d'état et il a été pendu, je crois, ou décapité, je ne me rappelle plus. Et depuis, elle ne cesse de vouloir se venger contre les commanditaires de son meurtre, de son assassinat. Elle va s'engager dans l'Église Rouge. L'Église Rouge, c'est une église qui forme des assassins. Elle va devenir une assassin et plutôt douée d'ailleurs. Il va lui arriver des tas d'aventures. Le premier tome est sorti en poche chez J'ai lu, si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé que J. Christophe concluait sa trilogie vraiment d'une manière cohérente et c'était vraiment bien. Ce troisième tome, le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais après ça part et il y a de l'action, il y a de l'irrévérence, il y a des gros mots, c'est parfois cru, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a un peu de tout, mais vraiment c'est de la fantaisie excellentissime, donc allez-y. Je vous en montre encore deux dans SFFF. Donc, dans la science-fiction, j'ai adoré Hyperion de Dan Simmons. Donc ici, c'est chez Pocket et j'ai la première intégrale que j'avais lue à l'époque avec Dorian. Et comment vous dire que ça avait été une excellente lecture de science-fiction, ma meilleure lecture de science-fiction de toute cette année. On est dans un système... En gros, la planète Terre, je crois, n'existe presque plus. On est dans le système de l'hégémonie. Et sur Hyperion, qui est une planète située aux confins de l'espace, il y a le Gritch. Donc c'est ce personnage qu'on voit sur la couverture qui erre. Et on va suivre 7 pèlerins qui sont envoyés sur cette planète Hyperion. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont envoyés sur cette planète Hyperion, pour rencontrer le Gritch, mais pour y faire quoi d'autre? C'est assez mystérieux. Et en fait, cette première intégrale va nous raconter l'histoire de chaque pèlerin. Donc il y a un soldat, il y a un prêtre, il y a une agent secrète, il y a un père avec sa fille, etc. Et en fait, plus on avance dans l'histoire des personnages, plus on avance dans l'histoire d'Hyperion, dans l'histoire du Gritch, etc. Et c'est vraiment, c'est passionnant. En fait, une fois que vous avez terminé l'histoire d'un personnage, vous n'avez qu'une envie, c'est de lire, d'avancer, pour savoir toute cette mythologie autour du Gritch, qui est ce personnage, comment vit-il, pourquoi personne ne l'a quasiment jamais vu, qu'est-ce qui fait sa légende. C'est vraiment excellent. J'ai la deuxième intégrale qui est dans ma palle et qu'il faudrait que je dégomme en 2023. Et le dernier roman que je vous présente en SFFF, c'est un roman de fantastique que j'ai dévoré cet été. C'est
Ghost Story de Peter Straub aux éditions Bragelonne dans leur collection Terreur. C'est un roman qui a beaucoup inspiré Stephen King. Alors c'est un roman qui date des années 70, exactement, excusez-moi, 79. Et je sais que Stephen King le cite souvent lorsqu'il parle de ses inspirations. Et c'est vrai que quand vous avez lu du Stephen King et quand vous lisez du Peter Straub, vous voyez qu'il s'en est inspiré, alors pas copié, hein, mais que c'est vraiment une de ses sources d'inspiration. Dans ce roman, on va suivre 4 papys, donc 70, ouais, plus 80 que 70 ans, qui ont l'habitude de se réunir tous les mois, qui sont un petit club, etc. Jusqu'au jour où ils se font décimer les uns après les autres. Je crois qu'ils meurent plus ou moins en faisant un horrible cauchemar, ils meurent d'une crise cardiaque. Et en fait, ils vont se remémorer ce qu'ils ont fait tous les 4 ou 5, au départ ils sont 5 ou 6, quand ils étaient jeunes. Et donc on va avoir un lien entre le passé et le présent parce qu'ils sont poursuivis par une mystérieuse créature. C'est un roman, c'est vrai, parfois contemplatif dans le sens où on a beaucoup de descriptions, il se passe pas grand chose, mais c'est un roman d'ambiance avant tout. Et c'est un roman qui est glaçant. J'ai tout simplement adoré ce bouquin, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré, ça fait peur. On peut dire que c'est un des romans qui m'a fait peur cette année. Donc découvrez Ghost Story, c'est magnifiquement bien écrit et c'est excellent. Je passe cette fois-ci au roman contemporain, à la littérature blanche. J'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 6 à vous présenter. Je vous présente d'abord La fille de Joyce de Annabelle Abs, c'est aux éditions Pocket. C'est un roman que j'avais lu dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2022 et je crois d'ailleurs que j'avais voté pour celui-ci, qui n'a pas gagné, mais c'est pas grave. En fait, on est en 1929 et on va suivre la fille de James Joyce qui, comme vous le savez, est un auteur irlandais très célèbre qui a notamment écrit Ulysse. Et elle naît dans une famille dysfonctionnelle, son père, sa mère, son frère. Et en fait c'est une biographie romancée qu'a écrit Annabelle Abs. C'est très très bien écrit. Comment est-ce qu'on se construit quand on est une jeune femme éclatante de santé, de beauté, sous la coupe d'un père, osons le mot, parfois malsain, voire pervers. Il y a beaucoup de traits à la psychiatrie, avec Freud, parce qu'on est vraiment là dans l'essor de toute cette science, à la psychanalyse notamment. C'est vraiment très bien. Et quand vous arrivez aux dernières pages, il se passe un truc et vous vous dites « Ah ouais, d'accord, on comprend pourquoi elle est comme ça la fille, pourquoi elle est complètement tarée ». C'était tout simplement une excellente lecture. Alors attention, c'est très difficile à lire, dans le sens, pas difficile dans l'écriture, mais faut aller bien quoi pour lire ce type de bouquin parce que on est avec des dépressifs, avec des gens suicidaires et avec une pauvre fille qui vraiment fait pitié tellement elle subit de choses malheureuses dans sa vie. Mais c'était excellentissime. Dans le cadre également du Grand Prix des lecteurs 2022, j'avais lu et adoré Les chemins de la liberté de Lisa Wingate. Alors là, on change complètement d'ambiance. On est en Louisiane en 1875 et on va suivre Annie qui est une ancienne esclave et qui va se lancer sur les routes avec Missy Lavinia qui est son... Ah oui, c'était l'héritière ruinée qu'elle devait servir. Et en fait, toutes les trois sont à la recherche de l'homme qui tient leur destin en main. Ça, c'est 1875 en Louisiane. De nos jours, toujours en Louisiane, on va suivre Benny qui est professeur, qui est une femme professeure dans un lycée et qui essaie d'intéresser ses élèves à la littérature. Et en fait, Benny, en essayant d'intéresser ses élèves, va faire des recherches sur les ancêtres des élèves, donc les élèves des ancêtres, et en fait elle va déterrer plein de choses. J'étais perturbée parce que j'ai mon fils qui m'a appelé en même temps. Elle va déterrer plein de choses entre les anciens esclavagistes, les anciens esclaves, etc. C'était passionnant.
à tel point qu'à la fin j'ai même versé une larme. J'ai adoré ce jeu entre le passé et le présent et voir qu'à la fin tout s'imbrique, c'était vraiment excellentissime. Encore une fois, voilà, si vous aimez les livres sur la ségrégation raciale, alors là c'est même plus que la ségrégation raciale parce que c'est l'esclavage, en tout cas la fin de l'esclavage, allez-y, c'était vraiment très très bon. Je vous présente aussi un roman que j'ai beaucoup aimé et qui a beaucoup compté pour moi cette année. Je l'avais lu avec Jérôme. C'est Le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood et c'est aux éditions Zulma. C'est un roman qui m'a beaucoup fait penser à un roman que j'adore, qui est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est pour moi un des meilleurs romans jamais écrits. On va suivre, alors comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Oscar, qui est un étudiant complètement fauché. Il vient d'une famille pauvre et dans mes souvenirs, lui en fait il travaille. Il peut même pas faire d'études, il travaille, il est à Cambridge, il travaille et un jour il passe devant une église, il entend de l'orgue, il rentre dans l'église, il est subjugué par la musique qui est jouée par Eden Bellwether. Et en fait, Oscar et Eden Bellwether vont devenir amis. Eden Bellwether, où lui, il vient d'une famille fortunée. Il fait des études de philosophie. Oscar va tomber amoureux de sa sœur. Va s'en suivre. Et donc, le petit groupe d'amis, Eden Bellwether et sa sœur, vont faire venir Oscar dans ce groupe, vont l'intégrer dans ce groupe d'amis. Sauf qu'on va s'apercevoir que Eden Bellwether est un manipulateur né. Un pervers narcissique, je pense qu'on peut dire comme ça. C'est brillant. Vous êtes dans le monde de l'université, dans le monde de Cambridge, donc ça déjà moi j'ai adoré cette ambiance là. Et puis vous êtes toujours sur un fil avec ce personnage, dit-il la vérité, ment-il, est-ce qu'il manipule? Oscar qui arrive, qui déboule, lui qui n'a pas les codes en fait, puisqu'il vient d'un milieu pauvre, d'un milieu populaire. C'était vraiment très bien. Ça fait un peu thriller également en même temps, il se passe plein de choses, vraiment je vous le conseille. Et il y a toute une réflexion autour de la musicologie, c'était vraiment vraiment passionnant. On arrive à mes coups de cœur. Alors vous allez voir un coup de cœur récent et un coup de cœur, un vieux coup de cœur. Je vais commencer par le vieux puisque vous pouvez le trouver en édition poche. C'est Le Prince des Marais de Pat Conroy. Alors moi j'ai chez Albin Michel, mais depuis bien sûr il est sorti au livre de poche, il me semble, parce que il est sorti il y a très longtemps. Hein, il est sorti il a été publié pour la première fois en 1986 et en 88 en France. Donc vous voyez, il n'est pas de première jeunesse. J'ai adoré ce roman à tel point que je l'ai emmené dans ma valise à Rome. Voilà. Le truc qui pèse 2 tonnes. Et il me semble d'ailleurs que je l'ai terminé dans l'avion quand il me ramenait chez moi. Bref, c'est l'anecdote, mais j'aime bien voilà, me dire que j'ai lu ce bouquin quand j'étais à Rome. Ça a une saveur particulière. On est où? En Caroline du Sud? Oui, c'est ça, en Caroline du Sud. Et en fait, on va suivre une famille, et plus particulièrement Tom. Donc il y a Tom, il y a Luke et Savannah Wingo qui viennent d'une famille assez pauvre de Caroline du Sud, dans une famille complètement dysfonctionnelle. Et au moment où l'histoire commence, on suit Tom de nos jours, alors de nos jours, non, dans les années 80, puisque ça a été publié dans les années 80, qui se rend au chevet de sa sœur Savannah, qui une nouvelle fois a tenté de se suicider. Et en fait, il va entreprendre avec la psychiatre de Savannah, il va raconter en fait à la psychiatre de Savannah leur vie, depuis qu'ils sont tout gosses, pour que la psychiatre de Savannah puisse tenter de la soigner, trouver les clés pour qu'elle puisse soigner sa patiente. Et donc du coup, on va revenir sur la naissance de Tom, de Luke, de Savannah, tout ce qui s'est passé dans leur famille, etc. C'était super. C'est à la fois l'histoire d'une famille dysfonctionnelle, mais l'histoire d'une famille qui s'aime profondément, avec des liens fraternels qu'on ne peut pas, qui sont indissolubles, qu'on ne peut pas rompre. L'histoire d'une mère qui aurait voulu s'émanciper mais qui ne peut pas, parce que dans les années 50, quand on est une femme, on ne peut pas, elle ne peut pas travailler. On ne peut pas se tirer comme ça du jour au lendemain avec ses enfants sous le bras. On est sous la coupe d'un mari, qui plus est un mari violent.
Et il y a une scène, attention, hyper violente qui arrive à un moment du bouquin à laquelle, personnellement, je ne m'attendais pas. Voilà, je vous préviens quand même si vous lisez ce livre parce que faut la digérer, cette scène, elle est quand même terrible. Et c'est ce qui fonde en fait, c'est ce qui fait que les gamins vrillent tous à un moment donné. Allez-y, lancez-vous dans Ce Prince des Marais, vous ne serez vraiment pas déçus. Et enfin, le dernier bouquin que je veux vous présenter, c'est un roman qui est paru chez Albin Michel cette année et que j'ai adoré. Je pense que c'est peut-être le roman que j'ai préféré cette année. C'est La Cité des nuages et des oiseaux de Anthony Doerr. Alors, je crois que ça se prononce Dor. Donc, comme je vous l'ai dit, aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce que j'ai aimé ce bouquin? C'est un livre pas facile à appréhender au départ, parce qu'en fait, les chapitres vont alterner entre plusieurs personnages. On va suivre Cassandre, je crois que c'est Cassandre. Cassandre qui est dans un vaisseau spatial en route pour une nouvelle planète. Non, c'est Constance, pardon, pas Cassandre, Constance. On est en... on ne sait pas vraiment quand, dans les années 2300 et quelques. Donc on suit Constance. On suit au 15e siècle à Constantinople Homère, musulman, embrigadé malgré lui, handicapé et malgré lui embrigadé dans la troupe, comme soldat, dans la troupe du sultan qui veut défaire Constantinople. Donc on va assister à la chute de Constantinople. Dans Constantinople, on va suivre, je crois que c'est Anna, qui elle est chrétienne. On va suivre également de nos jours, dans les années 2010 je crois ou 2020, je ne me rappelle plus exactement, un personnage, j'oublie vraiment hein, le nom des personnages, comment est-ce qu'il s'appelle? Il y a Homère, je ne vais pas trouver, ah oui, c'est là, c'est Zéno, un personnage qui tente de monter une pièce de théâtre antique dans une bibliothèque avec des enfants, lorsque cette bibliothèque est prise en otage par un personnage que j'ai oublié, je me souviens plus comment il s'appelle, que par Seymour, voilà, qui est un jeune adulte. Et donc en fait on va avancer comme ça dans l'histoire, en alternant les chapitres, en alternant nos 5 personnages. Ils ont tous quelque chose en commun, ils ont tous en commun d'aimer ou d'avoir découvert une pièce de théâtre écrite par Diogène, auteur grec antique. Ouais, ça c'est le fil rouge. Voilà. C'est un livre passionnant, c'est un livre sur la littérature, sur le pouvoir des mots, sur le pouvoir d'évasion de la littérature. Tous ces personnages sont enfermés en fait à Constantinople, enfermés dans leur handicap, enfermés dans un vaisseau spatial, enfermés dans une bibliothèque avec un terroriste. Et en fait c'est le pouvoir de l'évasion littéraire. J'ai tout aimé. Homère, qui est un pâtre, qui dans sa vie il a 2 bœufs qui ont des très beaux... Enfin, on se prend d'amour pour des bœufs, je vous assure, pour des vaches quoi. C'est un truc de fou. Quand il y a une des vaches qui meurt, vous avez qu'une envie, c'est de pleurer. Vraiment là, Anthony Doerr, il réussit un tour de maître, il réussit à mêler plein de choses, à émouvoir, à faire réfléchir, et pour moi c'est vraiment un roman qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu. D'ailleurs il a eu le grand prix de Terre d'Amérique je crois pour ce roman, et je ne peux que vous le conseiller. Il va sortir je pense en poche bientôt. Voilà. C'en est tout de cette vidéo, donc vous avez vu, je vous ai montré mes coups de cœur. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels sont les coups de cœur de l'année 2022, qu'on puisse échanger. Voilà, j'espère que vous avez passé une nouvelle fois une bonne vidéo en ma compagnie, que cette année 2022 aussi s'est bien passée pour vous au niveau de vos lectures, que vous avez toujours plaisir à me suivre en vidéo. Je reviens bien sûr en 2023
avec des avis lecture, avec des book hauls et puis peut-être avec des tags. J'essaierai un petit peu d'innover. On m'a suggéré des idées de vidéos et je vais prendre vos conseils et je vais les appliquer parce que je vais essayer de faire vivre cette chaîne d'une manière un peu plus diverse, on va dire. Voilà. En tout cas, merci toujours d'être au rendez-vous, merci de commenter, merci de liker. Et donc, parce que j'ai été coupée, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2023 et de très belles lectures. A très vite. Ciao.